C'était un lundi typique, et le soleil se levait encore à l'horizon, répandant sa lumière dorée sur la petite ville française de Clermont. Camille Moreau, âgée de seulement 19 ans, s'était réveillée avec une légère anxiété, mêlée à l'euphorie de celle qui s'apprête à franchir un grand pas dans la vie. Elle avait toujours été une jeune femme déterminée, et ce jour était celui qu'elle attendait depuis qu'elle avait terminé ses études en comptabilité. Après des mois d'études acharnées et de défis surmontés, Camille avait enfin décroché son premier emploi dans un petit cabinet de comptabilité local. L'avenir semblait prometteur. Ses parents, Jean et Isabelle Moreau, avaient toujours travaillé dur pour garantir que Camille ait une vie meilleure que la leur. Jean était un homme simple, menuisier de profession, dont les mains calleuses racontaient des années de travail épuisant. Isabelle, quant à elle, travaillait comme cuisinière dans un restaurant familial, et bien qu'elle aimait ce qu'elle faisait, elle avait toujours rêvé de plus de stabilité pour sa fille. Il n'avait jamais eu beaucoup d'argent, mais l'amour et l'affection qu'il portait à Camille compensaient tout manque matériel. Dès son plus jeune âge, Camille savait qu'elle voulait rendre tout l'effort de ses parents. Ce matin-là, tandis que la douce brise d'automne faisait doucement onduler les rideaux de la fenêtre, Camille se leva avec un sourire sur le visage. La journée semblait ordinaire, mais pour elle, c'était le début d'une nouvelle aventure. En se regardant dans le miroir, elle ajusta ses cheveux châtains, qui tombaient en douces vagues sur ses épaules. Ses yeux verts brillaient d'anticipation, et son expression révélait une détermination jeune, mais inébranlable. Elle enfila soigneusement la tenue choisie pour l'occasion. Une blouse blanche impeccablement repassée et une jupe noire élégante. Les chaussures neuves, qu'elle avait achetées spécialement pour ce jour, brillaient comme symbole de sa nouvelle étape dans la vie. Avant de partir, Camille passa par la cuisine, où sa mère préparait le petit déjeuner. L'arôme familier du pain frais et du café remplissait la pièce. Isabelle regarda sa fille avec un regard fier, mais aussi avec une pointe d'inquiétude. Après tout, sa petite fille grandissait. « Tu vas briller, ma chérie » dit Isabelle avec un sourire affectueux, en lui tendant un petit sac repas soigneusement préparé. « J'ai fait quelque chose de spécial pour ton premier jour. » Camille sourit et prit sa mère dans ses bras. « Merci, maman. Je ferai tout pour que vous soyez fiers de moi, » dit-elle en serrant le sac contre sa poitrine. C'était plus qu'un simple repas. C'était un symbole d'amour et de soutien. En quittant la maison, Camille trouva son père dans le petit jardin où il prenait soin des fleurs qu'il avait plantées à côté de la maison. Il la regarda avec le même regard affectueux que sa mère. « Tu es magnifique, ma fille. Aujourd'hui est le premier jour de beaucoup d'autres, » dit Jean, d'une voix grave mais pleine de tendresse. Camille fit un signe de la main et s'engagea dans la rue pavée, se sentant prête pour tout ce qui viendrait. La ville était encore tranquille en ce matin d'automne. Les feuilles orangées et dorées tapissaient le sol, tandis que le vent les faisait danser autour d'elle. La petite ville était accueillante, avec ses vieilles maisons, ses rues étroites, et l'odeur de pain fraîchement cuit qui s'échappait des boulangeries locales. En marchant vers le bureau, Camille profita du moment pour réfléchir à tout ce que ce nouvel emploi représentait. Ce n'était pas seulement une opportunité de croissance professionnelle, mais aussi une chance de réaliser ses plus grands rêves. Avec son salaire, elle pourrait enfin aider concrètement ses parents en allégeant la charge de travail physique de Jean et qui sait, peut-être en offrant à Isabelle l'opportunité de se reposer ou même d'ouvrir son propre commerce, comme elle en avait toujours rêvé. Camille savait que, grâce à cet emploi, sa vie et celle de ses parents pouvaient changer pour le mieux. Le cabinet de comptabilité se trouvait à seulement quelques rues de chez elle, ce qui signifiait que Camille pouvait profiter de la marche quotidienne pour réfléchir et se préparer mentalement. À chaque pas, son cœur battait plus fort. Elle était excitée, mais ressentait également le poids de la responsabilité à venir. Après tout, c'était sa première véritable expérience professionnelle. Mais Camille avait toujours été une jeune femme déterminée. Depuis son enfance, elle faisait preuve d'une grande capacité de dépassement. Lorsqu'elle était encore à l'école, elle faisait partie des meilleures élèves, même si elle devait étudier tard le soir,
après avoir aidé sa mère avec les tâches ménagères. En arrivant près du bureau, Camille s'arrêta un instant devant la porte. C'était un petit bâtiment, avec une façade ancienne, mais charmante. La plaque en bois portant le nom Morel et Associés, comptabilité, pendait au-dessus de l'entrée, se balançant légèrement au gré du vent. Camille prit une grande inspiration et regarda la plaque pendant un moment. Son avenir commençait ici. Avant d'entrer, elle ferma les yeux un bref instant et se souvint des paroles de sa grand-mère, qui disait toujours « Les premiers pas sont toujours les plus difficiles, mais ce sont ceux qui nous mènent le plus loin. » Se sentant encouragée, Camille ouvrit la porte et fit le premier pas vers ce qu'elle espérait être le début d'une grande aventure. À l'intérieur du bureau, l'atmosphère était à la fois accueillante et professionnelle. De petits détails, comme des plantes sur les bureaux et des étagères organisées avec des documents et des livres de comptabilité, conféraient au lieu une aura de sérieux, mais en même temps de familiarité. Camille fut accueillie par la réceptionniste avec un sourire chaleureux, et elle fut rapidement conduite à son bureau. Il était modeste mais bien équipé, avec un ordinateur, quelques dossiers de travail et une fenêtre donnant sur la rue animée à l'extérieur. En s'asseyant pour la première fois à son nouveau bureau, Camille regarda autour d'elle. Il y avait une sensation de nouveauté dans l'air, comme si le monde regorgeait de possibilités devant elle. Elle savait que les défis seraient grands, mais elle était prête à les affronter. Après tout, elle était là non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses parents, pour sa famille et pour tous les rêves qu'elle avait nourris au fil des ans. À mesure que le soleil commençait à se coucher, l'attente et l'anxiété envahissaient la maison des Moreau. Camille avait une lueur dans les yeux en sortant pour son premier jour de travail, mais la journée avançait et la jeune fille n'était toujours pas rentrée. Ses parents, Isabelle et Jean, regardaient l'horloge à plusieurs reprises, de plus en plus inquiets. Le dîner, normalement un moment de joie et d'union, était tendu. L'arôme du plat préféré de Camille, la ratatouille, flottait dans l'air, mais personne ne parvenait à manger. La mère de Camille, Isabelle, essayait de se distraire en mettant la table, tandis que le père, Jean, observait la porte, espérant que sa fille entrerait à tout moment. L'inquiétude grandissait à mesure que le temps passait. « Elle doit prendre un peu plus de temps pour se préparer », dit Jean, essayant de rassurer sa femme. Mais l'inquiétude dans sa voix était évidente. Ils tentèrent d'appeler le portable de Camille, mais l'appel tombait directement sur la messagerie. Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Quelque chose ne semblait pas normal. « Je vais appeler Chloé », décida Isabelle, l'amie de Camille, qui travaillait aussi au bureau de comptabilité. Chloé répondit rapidement, mais son expression était inquiète. « Salut, Isabelle. Je suis aussi préoccupée par Camille. Elle a déjeuné et m'a dit qu'elle passerait le reste de la pause déjeuner sur la place devant le bureau, mais elle n'est pas revenue. » Ces mots frappèrent le cœur d'Isabelle. Camille ne serait jamais irresponsable au point de ne pas revenir au travail sans prévenir. Jean, réalisant la gravité de la situation, prit le téléphone et décida d'appeler la police. La tension dans l'air était palpable. Lorsqu'il parvint enfin à les joindre, le policier qui répondit était calme, mais la réponse ne lui apporta aucun réconfort. « Monsieur, je comprends votre inquiétude, mais pour émettre une alerte de disparition, nous devons attendre 24 heures. » C'est le protocole. « 24 heures? Cela pourrait être trop tard, » cria Jean, la frustration résonnant dans sa voix. Il sentit l'impuissance l'envahir alors que l'appel se terminait. La sensation quelque chose n'allait pas du tout commença à s'installer dans sa poitrine. Isabelle et Jean, maintenant sous le choc, se réunirent dans le salon où la lumière de la lampe projetait des ombres sur les murs. Le silence était pesant. « Attaquons jusqu'à demain. Si elle n'est pas revenue d'ici là, nous ferons ce qu'il faut, » dit Jean, essayant de garder l'espoir vivant, même si l'inquiétude et la peur commençaient à consumer ses pensées. Cette nuit-là, le sommeil fut fuyant. Isabelle regarda la chambre de Camille, les jouets d'enfance désormais oubliés. Elle se remémora les rêves de sa fille, la détermination dans ses yeux lorsqu'elle parlait de son premier jour de travail. Que lui était-il arrivé? Était-ce juste un retard? L'incertitude martelait son esprit et le désespoir commençait à s'installer dans leur cœur.
Les minutes se transformèrent en heures, et alors que l'horloge avançait, la nuit devenait de plus en plus sombre et troublante. La maison des Moreau était remplie de questions sans réponse et d'une profonde peur de l'inconnu. Le lendemain matin, une sensation de désespoir flottait dans la maison des Moreau. L'enquêteur de police arriva, apportant une aura de formalité qui semblait déplacée au milieu du chaos émotionnel de la famille. Il posa des questions sur Camille, essayant de comprendre ses habitudes, ses amis et les derniers pas que la jeune fille avait franchis. Chaque réponse semblait insuffisante, comme si les mots ne pouvaient capturer la réalité de la situation. Après la visite, l'équipe de police commença à examiner les images des caméras de sécurité dans la zone. Les Moreau attendaient avec espoir, mais ce qu'ils virent ne leur apporta aucun réconfort. Les vidéos montraient la place et ses environs, mais il n'y avait aucun signe de Camille. La frustration grandissait à chaque image qui révélait un peu plus le manque dans le puzzle de sa disparition. L'enquêteur décida alors de mener une recherche plus approfondie sur la place où Camille avait été vue pour la dernière fois. Le soleil était haut dans le ciel, mais la chaleur ne faisait aucune différence pour les cœurs affligés des parents qui suivaient l'enquêteur, espérant trouver un indice. Après plusieurs heures de recherche, quelque chose attira l'attention d'un des policiers. Le sac de Camille, endommagé et mouillé, était immergé dans la fontaine de la place. La vision du sac au fond de l'eau glacée fit se retourner l'estomac d'Isabelle. C'était un signe, mais en même temps une confirmation de ce qu'elle craignait. Quelque chose avait terriblement mal tourné. Le sac était trempé et à l'intérieur se trouvaient des objets personnels appartenant à Camille. Une preuve qu'elle avait été là, mais aussi une indication qu'elle n'était plus. Alors que l'équipe examinait le sac, une dénonciation anonyme commença à circuler. Une personne, restée dans l'anonymat, appela la police pour signaler qu'elle avait vu une jeune femme ressemblant à Camille monter dans un bus, accompagnée d'un homme portant un bonnet sur la tête. La description était vague, mais suffisante pour raviver une lueur d'espoir tout en augmentant l'anxiété. L'enquêteur posa de nouvelles questions, essayant de rassembler les pièces du mystère. Qu'est-ce qui aurait poussé Camille à monter dans un bus avec un inconnu? Était-ce un acte de désespoir ou quelque chose de bien plus sinistre? Le climat d'incertitude dominait les discussions, tandis que la police tentait de retracer le bus et l'homme mystérieux. Chez les Moreau, le silence était lourd, interrompu seulement par l'agitation de pensées tourmentées. La possibilité que Camille puisse être vivante, mais en danger, éveillait à la fois de l'espoir et de la peur. L'image du sac dans la fontaine était un rappel de ce qu'ils avaient perdu et un symbole de ce qui pouvait encore être sauvé. Chaque minute qui passait sans nouvelles était un rappel de la fragilité de la vie et de la douleur de l'incertitude. La recherche de réponses se poursuivait, mais le temps semblait filer entre les doigts de la famille. Les sentiments de désespoir et de confusion devenaient une compagnie constante, et la question « Que s'est-il réellement passé avec Camille ?» résonnait dans leur esprit comme une ombre qui refusait de disparaître. Les enquêtes se poursuivaient, et la police avait enfin réussi à identifier le bus mentionné dans l'appel anonyme. Cependant, en approfondissant l'affaire, ils découvrirent que le bus avait fait plusieurs arrêts et que l'information concernant le couple n'était qu'une piste sans importance. Le découragement se propagea parmi les enquêteurs et la sensation qu'ils couraient contre la montre s'intensifia. Mais bientôt, un nouveau retournement de situation se produisit. Un appel urgent fit diriger les policiers vers une usine abandonnée en périphérie de la ville. L'endroit, enveloppé de mystère et d'obscurité, cachait des secrets que personne ne voulait découvrir. Ce qui semblait initialement être une enquête de routine se transforma en quelque chose de terrifiant lorsque le corps d'une femme carbonisée fut trouvé parmi les décombres. Les nouvelles parvinrent aux Moreau comme un éclair. Le désespoir envahit Isabelle et Jean en imaginant que ce corps pouvait être celui de leur fille Camille. La douleur et l'espoir s'entrelacèrent dans leur cœur, créant une tempête émotionnelle qui les maintenait au bord de la folie. Tous deux se dirigèrent rapidement vers le lieu, où la scène était marquée par les lumières des sirènes et l'agitation des enquêteurs.
L'attente pour que les examens d'identification soient terminés semblait interminable. Chaque minute qui passait augmentait la tension, et les pensées de Camille consumaient leurs esprits. Isabelle en particulier se trouva paralysée par une vague de souvenirs. Le sourire de sa fille, ses rêves et la vie qui ne faisait que commencer. L'idée de perdre tout cela était insupportable. Après ce qui sembla une éternité, la police apporta enfin la réponse. Le corps n'était pas celui de Camille. Un soulagement et une tristesse se mélangèrent de manière confuse, et les Moreau se trouvèrent à nouveau face à l'incertitude. Le désespoir qui avait commencé à se dissiper se transforma alors en une nouvelle douleur, celle de savoir que, bien que leur fille ne fût pas parmi les morts, son sort demeurait un mystère. Les enquêteurs tentèrent de calmer la famille, mais la réalité était cruelle. L'identité de la femme carbonisée était inconnue, et la police n'avait aucune piste sur qui elle pouvait être. Le fait que Camille restât toujours disparue laissait un vide dans le cœur des Moreau, une angoisse qui ne s'apaisait pas. Chaque nouveau jour apportait plus de questions que de réponses, et la sensation d'impuissance s'accentuait. Les Moreau commencèrent à comprendre qu'ils faisaient face à une bataille que personne ne voudrait mener. La disparition de Camille n'était pas seulement un cas isolé, c'était un reflet d'une réalité sombre qui pouvait arriver à n'importe qui. Le temps continuait à passer, mais l'incertitude planait sur eux comme une ombre. La ville devenait plus froide chaque jour qui passait sans nouvelles. Et la recherche de Camille se transformait en une quête d'espoir au milieu du désespoir. Que lui était-il arrivé? Où pouvait-elle être? Et la question la plus angoissante de toutes, qui aurait pu faire cela? Les réponses étaient là dehors, quelque part, mais semblaient si lointaines. 15 jours s'étaient écoulés depuis la disparition de Camille, et l'angoisse qui envahissait la famille Moreau s'intensifiait à chaque lever du soleil. Les jours semblaient traîner en longueur, et la vie, autrefois pleine d'espoir, était désormais enveloppée dans un brouillard de désespoir et d'incertitude. Isabelle et Jean ne parvenaient presque plus à dormir. Leurs esprits captifs de l'image de leur fille, toujours souriante, et du doute cruel sur ce qui avait bien pu lui arriver. Les investigations se poursuivaient, mais les réponses semblaient de plus en plus lointaines. Le temps n'avait apporté aucune avancée significative, seulement plus de questions. Camille avait disparu sans laisser de traces, à l'exception du seul indice qui flottait encore comme une énigme, son sac retrouvé dans la fontaine de la place. Cette découverte initiale avait suscité une lueur d'espoir, mais depuis, il semblait que Camille avait simplement cessé d'exister. La police faisait de son mieux pour examiner chaque détail, chaque caméra de surveillance, chaque témoignage de personnes qui auraient pu apercevoir quelque chose. Cependant, l'absence d'informations concrètes frustrait tout le monde. La place, qui pendant des années avait été un lieu de tranquillité et de beauté, était désormais associée à l'obscurité et au mystère. La fontaine, autrefois symbole de paix, semblait désormais porter un poids sombre, comme si elle était le dernier endroit où Camille avait existé. Jean visitait la place tous les jours, incapable de se détacher du dernier endroit où toute trace de sa fille avait été retrouvée. Il restait là pendant des heures, fixant l'eau calme de la fontaine, s'interrogeant sur ce qui aurait pu se passer cet après-midi-là. Chaque personne qui passait faisait naître en lui des questions. L'une d'elles savait-elle quelque chose? Quelqu'un cachait-il un terrible secret, enfoui dans les ombres de la ville? Isabelle, quant à elle, s'accrochait à n'importe quel fil d'espoir. Elle priait plus que jamais, allumant des bougies et faisant des promesses, implorant un signe, un miracle qui ramènerait sa fille. Sa foi était la seule chose qui la maintenait debout, bien que le poids de l'absence de Camille menace de la faire s'effondrer à chaque instant. Les amis et les voisins essayaient de soutenir la famille du mieux qu'ils pouvaient, mais il y avait peu à faire pour combler le vide laissé par Camille. Chaque geste de gentillesse était accueilli avec gratitude, mais le sentiment d'impuissance restait écrasant. La disparition de Camille n'était pas seulement un mystère, c'était un cauchemar sans fin. Les médias locaux, qui avaient initialement couvert l'affaire avec intensité, commençaient eux aussi à se détourner à mesure que d'autres événements prenaient la une. Camille, qui était si aimée par ses parents et ses amis,
semblait maintenant disparaître même de la mémoire publique, comme si son nom et son histoire s'effaçaient lentement dans l'oubli. Pour la police, l'affaire de Camille Moreau restait une énigme. Ils avaient interrogé de nombreuses personnes, fouillé la zone où elle avait disparu et suivi toutes les pistes, mais rien ne semblait mener à une solution. Camille avait tout simplement disparu, et l'absence de réponse commençait à éroder la confiance de tous dans le système censé la protéger. Malgré tous leurs efforts, il n'y avait rien de nouveau à signaler. Camille Moreau, avec ses 19 ans et ses rêves si grandioses, s'était évanouie un lundi ensoleillé, et maintenant, 2 semaines plus tard, elle semblait s'être évaporée du monde. Sans nouvelles pistes, sans signe de vie, l'angoisse de la famille continuait à croître, et le mystère de sa disparition ne faisait que s'approfondir. Les nuits étaient particulièrement difficiles pour les Moreau. Le silence de la maison, autrefois rempli par la présence joyeuse de Camille, semblait maintenant résonner de son absence. À chaque sonnerie de téléphone, à chaque coup frappé à la porte, le cœur d'Isabelle bondissait, espérant que ce soit la nouvelle tant attendue. Mais tous les appels n'étaient que des formalités, des vérifications de routine. Il n'y avait pas de réponse, seulement un vide insupportable. Camille était une jeune femme pleine de vie, avec tant de projets et de promesses. Désormais, son nom était un mystère qui résonnait dans l'esprit de tous ceux qui la connaissaient. Qui aurait pu l'emporter? Que s'était-il passé entre son déjeuner sur la place et le moment où son sac avait été découvert dans la fontaine? Les questions restaient sans réponse, et le sort de Camille demeurait aussi incertain que le premier jour de sa disparition. À mesure que le temps passait, les angoisses des Moreau augmentaient, et la douleur de l'incertitude commençait à ronger l'espoir de retrouver Camille. Le père de Camille, Jean, sentait que les pistes s'évanouissaient, mais une partie de lui ne pouvait pas abandonner. La fontaine de la place, où le sac de sa fille avait été retrouvé, était devenue son sanctuaire de désespoir, un endroit où il pouvait sentir sa présence. Un après-midi nuageux, Jean retourna à la place, ses pensées tourbillonnantes alors qu'il s'approchait de la fontaine. Il ne remarqua pas un sans-abri allongé sur l'un des bancs voisins, enveloppé dans une couverture sale. L'homme leva la tête et d'une voix tremblante demanda à Jean pourquoi il venait ici presque tous les jours. Jean, submergé par la tristesse, expliqua que c'était là que sa fille avait disparu. Il mentionna le sac retrouvé dans la fontaine et l'expression du sans-abri changea instantanément. L'homme raconta qu'il ne dormait dans cette place que lorsqu'il ne trouvait pas un meilleur endroit, mais quelque chose avait changé. Il avait été témoin de quelque chose d'horrible qui l'avait terrifié. Jean se pencha, curieux et effrayé. Le sans-abri commença à décrire une scène terrifiante, un couple qui était apparu dans une fourgonnette jaune. Il avait vu la femme, qui semblait s'être évanouie, être mise dans le véhicule. Le cœur de Jean s'emballa en entendant ces mots. Une vague de terreur l'envahit, et il réalisait qu'il venait peut-être d'entendre la réponse qu'il craignait tant. Paniqué, Jean appela la police, racontant rapidement ce qu'il avait entendu. L'enquêteur en charge de l'affaire se dirigea rapidement vers la place, prêt à écouter le témoignage du sans-abri. L'homme était visiblement bouleversé, mais ses paroles étaient claires et directes. Il avait vu le couple kidnapper une jeune femme et la mettre dans une fourgonnette jaune. À chaque mot, la panique et l'espoir s'entremêlaient dans le cœur de Jean, tandis qu'il se demandait si cette jeune femme pouvait être sa fille. Les enquêtes reprirent intensément. Avec cette nouvelle piste, la police cherchait la fourgonnette jaune et tentait de retrouver le couple qui semblait être derrière l'enlèvement. Chaque jour qui passait, l'angoisse de Jean et d'Isabelle devenait de plus en plus insupportable. Mais maintenant, il y avait une lueur ténue à l'horizon. Ce qui avait pu être un fil d'espoir se transformait en un mystère plus profond et terrifiant. Au fil des jours, la disparition de Camille Moreau devenait un sujet de conversation constant dans la ville. L'angoisse de la famille résonnait dans les rues, et la douleur de Jean et Isabelle se mêlait à l'inquiétude des amis, des voisins et des étrangers. La communauté s'unissait autour d'eux, organisant des veillées et distribuant des affiches avec la photo de la jeune fille, désormais connue de tous. Les habitants se mobilisaient, menant des recherches
et exerçant une pression sur les autorités pour obtenir des réponses. La police, sous une pression croissante, décida de redoubler d'efforts dans l'enquête. Un appel urgent fut lancé à la population par l'intermédiaire de la télévision locale. Le commissaire expliqua la situation, soulignant l'importance de toute information pouvant mener à la localisation de Camille. Il mentionna spécifiquement le fourgon jaune, devenu la clé pour comprendre ce qui s'était passé cette nuit fatidique. Cet appel toucha le cœur de nombreux citoyens, et la ville se rassembla dans un élan de solidarité et d'espoir. Les réseaux sociaux furent également inondés d'informations et de partages, amplifiant l'appel à la justice. Cependant, malgré tous ces efforts, le désespoir se répandait comme une ombre et l'incertitude commençait à peser sur la population. Peu de temps après, la police reçut un nouveau signalement qui changea le cours de l'enquête. Un groupe de jeunes qui faisaient de la randonnée dans une zone boisée aux abords de la ville avait repéré un fourgon jaune abandonné entre les arbres. Le véhicule était recouvert de poussière et de feuilles, comme s'il était là depuis plusieurs jours. La nouvelle se répandit rapidement, poussant les autorités à une nouvelle course contre la montre. Lorsque la police arriva sur les lieux, le cœur de Jean s'emballa. La possibilité que ce fourgon soit lié à la disparition de sa fille était terrifiante, mais en même temps, cela offrait un mince espoir de réponse. À l'intérieur du véhicule, ils trouvèrent les vêtements de Camille, les mêmes qu'elle portait le jour de sa disparition. La scène était déchirante et les policiers travaillaient rapidement pour rassembler toutes les preuves possibles. La découverte du fourgon et des objets trouvés à l'intérieur confirmait les soupçons selon lesquels Camille avait été dans cet endroit. La nouvelle de la découverte du fourgon et des vêtements provoqua une onde de choc dans toute la ville. L'espoir se mêlait à l'angoisse, alors que la communauté attendait impatiemment toute nouvelle information. Les parents de Camille, le cœur lourd, regardaient les reportages à la télévision. Ils savaient qu'ils étaient proches d'une réponse. Mais la peur de ce que cette réponse pourrait signifier les maintenait dans un état de vigilance constante. Jean et Isabelle ne pouvaient s'empêcher d'imaginer le pire, tandis que la ville se préparait à une nouvelle phase de l'enquête, remplie de questions sans réponse. La pression pesait sur les autorités. Elles devaient découvrir ce qui était réellement arrivé à Camille et pourquoi le fourgon avait été retrouvé là. Les indices s'accumulaient, mais la vérité restait cachée dans l'ombre. Il était difficile de croire qu'un mois s'était déjà écoulé depuis la disparition de Camille. L'affaire était devenue une véritable obsession pour la police locale, qui travaillait sans relâche, jour et nuit, dans l'espoir de trouver la moindre piste pouvant les conduire à la jeune femme. Après la découverte du fourgon jaune, abandonné dans la forêt, les enquêteurs avaient réussi à retrouver le propriétaire initial du véhicule. C'était un homme d'âge moyen vivant dans une ville voisine. Il confirma que le fourgon lui avait bien appartenu, mais expliqua qu'il l'avait vendu quelques mois auparavant à un couple qui avait prétendu vouloir en faire un camping-car pour voyager à travers le pays. Cependant, il avait été prudent et conservait une copie des documents fournis par l'homme lors de la transaction. En examinant ces documents, la police se rendit rapidement compte que quelque chose clochait. Les papiers étaient falsifiés et les informations ne correspondaient à aucune base de données officielle. En approfondissant l'enquête, les autorités découvrirent une vérité troublante. L'homme qui avait fourni les documents n'était pas celui qu'il prétendait être. Il s'agissait d'un fugitif recherché dans un autre État pour une série de crimes. Et il n'était pas seul. Lui et sa complice, une femme qui l'accompagnait toujours, étaient connus pour leur implication dans des crimes graves, notamment des enlèvements et des meurtres. Cette révélation choqua tout le monde. La police avait désormais un suspect potentiel impliqué dans la disparition de Camille. Mais avec les documents falsifiés et la fuite constante du couple, les recherches devenaient de plus en plus compliquées. Il n'y avait aucune trace visible de leur destination, ni d'un moyen de les localiser. L'angoisse de la famille ne faisait que croître à mesure que les semaines passaient et que les indices semblaient s'épuiser. Le mystère entourant la disparition de Camille devenait de plus en plus sombre, laissant tout le monde au bord du désespoir.
Pourtant, une lueur d'espoir subsistait. Si le couple criminel était vraiment impliqué, il y avait une chance que Camille soit encore en vie. Mais où? Et pour combien de temps encore? Ces pensées tourmentaient autant les enquêteurs que les parents de Camille, qui continuaient d'attendre un dénouement aussi douloureux soit-il. La ville, désormais habituée à l'affaire, suivait chaque nouveau développement comme une véritable série télévisée, mais avec une tension qui mettait tout le monde mal à l'aise. L'ombre du couple criminel planait sur tous, et la police savait que le temps jouait contre eux. La répercussion de la disparition de Camille a atteint une échelle impressionnante. L'affaire est devenue une première page et est devenue le principal sujet de tous les journaux de la ville. La population exigeait des réponses et la police a intensifié les enquêtes. C'est alors que, grâce à la large diffusion des informations sur le fourgon jaune et les nouvelles pistes concernant le couple impliqué, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un jour, alors qu'il travaillait dans une compagnie aérienne à l'aéroport local, un employé a reconnu le couple qui apparaissait dans les informations. Ce sont les mêmes personnes que la police recherchait. Il a agi rapidement, a appelé la sécurité de l'aéroport et les autorités ont été immédiatement alertées. Sans chance de s'échapper, le couple a été arrêté à l'aéroport, alors qu'il tentait d'embarquer pour quitter le pays. Au poste de police, sous une pression intense, ils ont avoué le crime. L'histoire était troublante et pleine de rebondissements. En route vers la forêt où le fourgon a été trouvé, le couple a échangé les vêtements de Camille, croyant que cela faisait partie intégrante de leur plan. Ils avaient l'intention d'envoyer ces vêtements à l'homme d'affaires, comme preuve qu'ils avaient enlevé sa fille. Cependant, à leur arrivée dans la forêt, ils se sont rendus compte que Camille n'était pas la personne qu'ils pensaient. Ce n'était pas la fille de l'homme d'affaires, mais plutôt une jeune femme ordinaire qui avait des rêves et une vie devant elle. Lorsque la police a trouvé le fourgon, les vêtements de Camille étaient encore là, laissant la police perplexe et le public en choc. Désorienté et craignant pour leur propre sécurité, le couple a décidé de se laver dans un ruisseau voisin. À leur retour de la baignade, ils ont affirmé qu'ils avaient l'intention de libérer Camille. Mais à leur horreur, ils ont découvert qu'elle avait déjà fui. La panique les a envahis en réalisant que la jeune femme, qu'ils pensaient avoir sous contrôle, était maintenant en liberté. Ils ont cherché désespérément à la retrouver dans les environs, mais n'ont pas réussi à la trouver. Avec la pression qui montait, et réalisant que leur visage circulait déjà dans les nouvelles, ils ont pris la décision de fuir vers un autre pays. Ainsi, c'est avec un mélange de soulagement et d'angoisse que le couple se retrouva piégé. Leur arrestation apporta de nouveaux espoirs, mais laisse également des questions sans réponse flotter dans l'air. Où était Camille? Le couple affirmait qu'elle avait fui, mais si c'était vrai, pourquoi personne n'avait trouvé le moindre signe d'elle? Était-elle encore vivante, cachée quelque part, ou quelque chose de plus sombre s'était-il produit? Aujourd'hui marque une étape douloureuse dans la vie des parents de Camille, 20 ans depuis sa disparition. Le vide que cette absence a laissé dans leur cœur est profond et inébranlable. Chaque anniversaire, chaque Noël, chaque célébration se transforme en un rappel de ce qui a été perdu, de ce qui aurait pu être et de la douleur qui continue de hanter leur vie. Au cours des 2 dernières décennies, d'innombrables pistes ont émergé. Certaines d'entre elles, cependant, étaient plus déroutantes qu'utiles. Un camionneur, par exemple, s'est présenté une fois, affirmant qu'il avait pris en stop une jeune femme correspondant aux caractéristiques de Camille. Il décrivait une fille désorientée, au regard lointain et perdu, qui semblait ne pas savoir exactement où elle se trouvait. Le camionneur se souvenait encore de la conversation, de la manière dont la jeune femme regardait par la fenêtre, comme si elle cherchait quelque chose de familier dans un monde étrange. Mais lorsque la police tenta de suivre cette information, il n'y avait aucune preuve pouvant confirmer qu'il s'agissait réellement de Camille. Une autre piste est apparue lorsqu'une femme, apparemment confuse et désorientée, est passée par la ville voisine. Elle a interrogé les habitants locaux sur la façon de rentrer chez elle, disant qu'elle était partie depuis un certain temps et qu'elle avait manqué à ses parents.
Beaucoup dans la ville se souvenaient d'elle. Mais lorsque la description a été transmise aux parents de Camille, ils ont reconnu qu'il ne s'agissait pas de leur fille. Ces signalements, bien que prometteurs au départ, se sont terminés en frustration et en désillusion. Et ainsi, les années ont passé, et la question qui tourmente les parents de Camille reste sans réponse. Que s'est-il vraiment passé avec elle cette nuit fatidique? Pourquoi, même après tant de recherches, n'est-elle jamais réapparue? Le corps de Camille n'a jamais été retrouvé, laissant une douleur profonde dans leur cœur. En réfléchissant aux déclarations du couple criminel, ses parents se demandent, ont-ils menti? Camille aurait-elle, peut-être, souffert d'une complication qui l'a amenée à perdre la mémoire? Que s'est-il passé avec cette jeune fille pleine de rêves, avec des projets pour l'avenir? Les jours se sont mis à être marqués par des questions sans réponse et par l'angoisse de ne pas savoir le destin de leur fille. Certains croient que le corps de Camille pourrait être enterré dans un endroit encore inconnu, quelque part dans un coin sombre de la ville où la douleur et le désespoir ne laissent aucune trace. D'autres, plus optimistes, se demandent si un jour ce mystère sera résolu. Ce qui pourrait apporter la paix à cette famille, c'est la vérité sur ce qui est arrivé à Camille. Mais la réalité semble de plus en plus lointaine. Avec des larmes aux yeux, les parents de Camille continuent à lutter avec l'incertitude, l'angoisse d'un amour qui ne s'est jamais éteint, tandis que la société qui les entoure passe à côté de leur vie, sans savoir ni comprendre la douleur de l'ignorance. Chaque jour est un rappel qu'il y a une vie entière à vivre. Mais cette vie a été interrompue brusquement, et l'avenir est devenu un mystère. Ainsi, l'histoire de Camille est rappelée, non pas comme un cas résolu, mais comme un sombre rappel que tous les dénouements n'ont pas de réponse claire. Que se passera-t-il ensuite? Le temps le dira. La vérité sur la disparition de Camille sera-t-elle un jour révélée, ou la vie continuera-t-elle à s'écouler, emportant avec elle les réponses que tout recherche?